Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il y aura beaucoup d'informations tout au long de la journée. Ainsi, plusieurs projets de loi intéressant un très grand nombre de Français devaient être adoptés par le Conseil des ministres de ce matin. Nous donnerons la parole tout à l'heure en direct à Patrice Duhamel. Europe spatiale, la réunion d'hier à Bruxelles a été particulièrement riche de décisions. L'Europe aura son satellite des télécommunications dans 5 ou 6 ans. L'IP, après la fin d'exploitation décidée hier par le tribunal de commerce de Besançon, M. Charbonnel, ministre de tutelle, doit faire connaître cet après-midi son plan de redémarrage qui tient compte, a-t-il dit, des souhaits du personnel. Patrice Duhamel, grosso modo, le Conseil des ministres met au point des textes sur les conditions de travail des Français, sur la détention préventive des personnes arrêtées et sur les finances des communes. C'est bien cela? Concerne donc l'amélioration des conditions de travail, le rôle des comités d'entreprise serait renforcé et un comité pour l'amélioration de ces conditions de travail deviendrait obligatoire dans les entreprises françaises employant plus de 300 salariés. Au niveau national, une agence pour l'amélioration des conditions de travail serait créée. Les conditions d'hygiène et de sécurité devraient être renforcées dans les entreprises et un dernier chapitre de ce projet de loi devrait traiter de l'aménagement du temps de travail. Le second projet de loi concerne, vous l'avez dit, la détention préventive, ce qui concerne plus de 40% des détenus français. Ce projet devrait prévoir qu'un inculpé encourant une peine inférieure à 5 ans et qui n'est pas un récidiviste ne pourra être maintenu en détention préventive plus de 6 mois avant d'être jugé. C'est important, vous le constatez. Le troisième projet de loi à l'ordre du jour ce matin au Palais de l'Élysée concerne la fiscalité locale. Les 3 vieilles, ce qu'on appelle les 3 vieilles, c'est-à-dire la contribution mobilière et les contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les 3 vieilles vont sans doute être réformées et modernisées. Jusqu'à maintenant, ces impôts locaux n'étaient pas calculés sur les mêmes bases et la charge fiscale était inégalement répartie. C'est ainsi que, par exemple, un locataire paye une contribution mobilière moins importante s'il habite un immeuble cossu de Paris que s'il habite un vieil immeuble en province. Au cours des 3 dernières années, un gigantesque recensement portant sur près de 21 millions d'appartements a été effectué en France. Le projet de loi examiné ce matin sur la fiscalité locale devrait donc permettre de modifier, de mieux répartir la charge fiscale de ces impôts locaux, de les rendre plus justes. Voilà, Léon Zitrone, je pense que nous aurons tous les détails supplémentaires sur ces 3 importants projets de loi ce soir au cours de notre édition de 19h45. L'IP, vous savez qu'hier, le tribunal de commerce de Besançon avait ordonné l'arrêt de l'exploitation et confirmé que la société était mise en liquidation. Il était précisé que M. Jacot, le syndic, n'avait pas pu réunir des éléments qui auraient permis que l'exploitation fût continuée. Rappelons que l'IP produit environ 6 à 700 000 montres sur les 12 millions qui se fabriquent en France. Le personnel est d'un peu plus de 1300 personnes, dont 720 au SOP. Grosso modo, on peut dire que la situation s'est dégradée depuis 2 mois. Combien faudrait-il investir d'argent pour que la maison redémarre bien? On cite le chiffre inofficiel d'ailleurs d'une 50aine de millions nouveaux. Les ouvriers ont décidé ce matin, à une très grande majorité, de s'assurer eux-mêmes leur paye du mois de juin, je dis bien de juin, en prélevant sur les sommes encaissées grâce à la vente des montres. Les ouvriers proposent aux cadres de venir prélever eux aussi leur salaire, à la condition que ces cadres s'engagent à participer à la totalité du mouvement. Cet après-midi, le ministre de tutelle, M. Jean Charbonnel, rendra public les décisions qu'il compte prendre et il disait dès hier à Bruxelles qu'il avait un projet en poche dont il attendait beaucoup. Voici ce que disait M. Charbonnel concernant l'affaire LIP. Ce plan, nous y travaillons avec mes collaborateurs depuis très longtemps. Nous n'avons pas beaucoup parlé dans cette affaire. Beaucoup faisaient de la démagogie, beaucoup bavardaient sur cette importante affaire LIP. Nous avons préféré travailler, monter une solution industrielle. J'ai déjà donné quelques indications dans 2 déclarations antérieures sur cette solution. J'attendais, par respect pour la justice, la décision du tribunal de commerce pour donner, au nom du gouvernement, l'ensemble de nos propositions. Je le ferai demain ou plutôt ce soir à 18h. Et Monsieur le Ministre, vous avez également tenu à préciser que vous tiendrez compte, bien sûr, des problèmes particuliers pour les travailleurs de l'IP. Bien entendu, c'est un programme industriel, d'abord industriel, et c'est pour ça qu'en tant que ministre de l'Industrie, je le présenterai, mais il y a un important accompagnement social que j'annoncerai au nom de mes collègues et du gouvernement tout entier ce soir. Donc des informations particulièrement importantes. Europe spatiale, nous vous exposions hier par la voix on ne peut plus autorisée de Michel Chevalet tout ce que l'on pouvait attendre de la réunion des spécialistes à Bruxelles.
Or, le résultat a été encore meilleur. L'Europe de l'espace n'est plus une utopie, bien au contraire, et d'ici 5 ou 6 ans, par exemple, il y aura en action dans le ciel un satellite européen des télécommunications. Les Européens s'enverront eux-mêmes leurs images. Jean-Pierre Chapelle. Après l'échec de la fusée Europa, on pouvait penser que l'Europe spatiale était totalement abandonnée. Eh bien, hier soir, un grand espoir est revenu. Les Européens ont compris qu'il fallait conserver leur indépendance dans ce domaine bien particulier et ils ont pris un grand nombre de décisions. D'abord, la construction de cette fusée, dont vous voyez ici la maquette, la L3S, fusée française. Une fusée de 200 tonnes capable de satelliser un satellite de télécommunication sur une orbite géostationnaire, c'est-à-dire à 36 000 km d'altitude. Ceci se fera très certainement et le satellite Symphony existe déjà. Les Allemands ont obtenu de leur côté de participer aux programmes internationaux et les Européens les aideront. Ce sera le Space Lab, nous allons en parler dans un instant, un programme qui sera développé en compagnie des Américains. Quant aux Anglais, ils ont obtenu de faire construire des satellites de navigation maritime que l'on appelle les Marots et qui seront destinés en fait à tous les navires de l'Europe. Quant au Space Lab, vous le voyez, il sera transporté par ce shuttle, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la navette, un engin qui décolle comme une fusée et se pose comme un avion, qui est donc réutilisable et qui pourra venir mettre en orbite le Space Lab dont nous allons voir la maquette, cette maquette que nous a fournie l'ESRO. Voici la maquette du Space Lab, un engin de 20 à 30 tonnes dans lequel pourront vivre plusieurs savants. Sur la gauche, une partie habitable dans laquelle les savants pourront travailler pendant plusieurs dizaines de jours et même on parle de plusieurs mois. Le tout est de savoir après Skylab si les hommes pourront résister à la pesanteur très longtemps. Et sur la droite du Space Lab, vous allez découvrir une partie qui sera dans le vide où seront logés les antennes, tous les moyens de télécommunication et les sites d'expérience. Cet engin sera donc construit par les Européens, le financement en a été décidé, même les petits pays dont la participation était moindre se sont mis d'accord. Ce n'est pas encore la réussite totale de l'Europe spatiale, mais enfin, on s'est mis d'accord au niveau de l'Europe pour réussir un programme cohérent, le construire et, si possible, aboutir à d'excellents résultats. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler longuement. Skylab, pour les expériences, on est en retard évidemment, mais les astronautes commencent à se sentir mieux. Les nausées diminuent, l'humeur est bonne, ils mangent mieux. Quand on mange bien, c'est signe qu'on est en bonne santé. Ils ont même fait cette nuit de la bicyclette simulée. Je ne sais pas si Jean-Pierre Chapelle estime que le mot simulé convient. C'est bien cela, d'un home trainer dans le ciel en quelque sorte. L'accident d'aviation de Boston qui s'est produit hier, eh bien, le bilan est très très lourd, 88 morts. L'avion de la Delta Airlines a été pris dans une nappe de brouillard et a heurté la piste en volant trop bas. Une fois de plus, la dure loi des séries nous offre ces images désolantes. Ce biréacteur de la compagnie américaine Delta Airlines s'est écrasé hier à 14 h heure locale lors de son atterrissage à Boston Logan. La boîte noire de l'appareil n'ayant pas encore été retrouvée, il est difficile pour le moment de connaître avec précision les causes de cet accident. Tout au plus sait-on qu'une épaisse nappe de brouillard recouvrait cette région du Massachusetts et que le jet volait 300 mètres trop bas. C'est ainsi qu'à 1100 mètres du seuil de la piste, il aurait heurté une balise et capoté en se désintégrant. Le bilan fait état actuellement de 88 morts et d'un blessé grièvement atteint. L'incendie des établissements Ruggieri à Monteux, dans le Vaucluse. Le bilan de la tragédie ici aussi est lourd, 3 morts et 7 blessés. Voici les images qui nous parviennent de Provence. 3 ouvrières ont trouvé la mort hier dans la formidable explosion qui a ravagé une des 4 usines de pyrotechnie Ruggieri installées à Monteux dans le Vaucluse. C'est dans un cabanon où se fabriquait un feu d'artifice commandé pour le 15 août, les spécialistes les appellent des chandelles, que la première explosion a eu lieu. Malgré une importante dispersion, afin de limiter les risques, pendant plus de 2 heures, 18 cabanons brûlaient et sautaient les uns après les autres. Des ateliers de la Cité des Jardins, 7 autres employés de la plus importante fabrique de feux d'artifice d'Europe devaient être dégagés, plus ou moins grièvement brûlés. Erreur humaine, défaillance du matériel, l'enquête qui commence s'avère difficile. La fabrication des feux d'artifice est un travail dangereux,
très minutieux qui nécessitent d'énormes précautions. Sport, Louis Ocaña, opéré d'une induration à la selle, avait énormément souffert auparavant. Il avait montré beaucoup de courage pour ne pas faire voir qu'il souffrait autant. Il sort de clinique vendredi ou samedi, on le verra sans doute dimanche à la Cipale. La Cipale, c'est la piste municipale de Vincennes. Poulidor, quant à lui, est rassuré, pas de côte fracturée. Le genou de Cyril Guimard va lui aussi beaucoup mieux, mais le pauvre Eddy Merckx éprouve quant à lui des douleurs violentes dans le dos depuis quelques jours. Pas de fracture, dit la radiographie, mais un refroidissement qui, si l'on ose dire, échauffe ses douleurs. Sport encore, dimanche prochain à Molan, dans le Morbihan, un département particulièrement sympathique, se dérouleront les championnats de Bretagne de lutte bretonne, un sport très spectaculaire. Et celui de mon pays, en témoignage de ma sincérité, et pour suivre la coutume des ancêtres, je tends à mon émule et ma main et ma joue. Je déclare le tournoi ouvert. Après le baiser traditionnel de fraternité, les rencontres de lutte bretonne commencent. Les origines de ce sport purement régional se perdent dans la nuit des temps d'avant Jésus-Christ. La lutte bretonne fut introduite en Bretagne par les réfugiés de la Cornouaille britannique qui fuyaient les invasions anglo-saxonnes. En 1520, au camp du Drap d'Or, Henri VIII, blessé par l'éclat que revêtait cette entrevue, lança un défi personnel de lutte bretonne à François Ier. Le roi de France battit cependant son rival par un tour venu de Bretagne. Il faut attendre le 19 août 1928 pour que la lutte bretonne ait des règles rénovées, faisant notamment apparaître différentes catégories de poids et d'âge chez les lutteurs et une réglementation du temps de lutte. La lutte bretonne est très populaire, mais c'est surtout un sport de campagne, c'est un sport rural. Elle est moins connue dans les villes, bien que depuis quelque temps, il semble qu'elle ait tendance à s'étendre dans les villes et à amener à elle une clientèle d'étudiants de plus en plus nombreux. Il y a actuellement au moins 2 lutteurs licenciés à la FALSAB. En Bretagne, nous devons avoir à peu près 380 à 400 lutteurs. Alors voici quelques prises de lutte bretonne. Voilà ce qu'on appelle une par-dessus 2. On accroche la jambe et on reprend la deuxième. À Tolpemzeo. Voici le croc en jambe qui est très caractéristique dans la lutte bretonne. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle le lame, c'est-à-dire le tomber au sol des 2 épaules simultanées. Est-ce que vous pensez, docteur, qu'un jour on verra la lutte bretonne aux Jeux Olympiques? Je ne vois pas l'intérêt qu'il y ait à introduire la lutte bretonne comme discipline olympique. C'est pas impossible. Rencontre éliminatoire, dimanche dernier à Arzano dans le Morbihan. Championnat de Bretagne dimanche prochain à Molan, toujours dans le Morbihan. Belle victoire pour les Girondins en football, les Girondins de Bordeaux qui ont battu hier soir le Bayern de Munich, 3-2. La Tuada a marqué 2 fois, le 3e but des Girondins a été marqué par Giresse. J'ai envie de dire que je continue la rubrique sportive, mais ce serait méchant, je crois. Cette fois-ci, en tout cas c'est officiel, Liz Taylor et Richard Burton divorcent. Ce grand amour avait commencé par les déclarations fracassantes de Burton. Miss Taylor n'est pas mon genre, elle a les jambes trop courtes, elle a un double menton. Mais Lise, parlant de Richard, disait « Il est grand, viril et attendrissant ». Partis là-dessus, ils ont vécu 9 ans ensemble, ce qui est une performance et pour l'un et pour l'autre. Ils ont été en tout cas heureux, ils se séparent. Déjà, le procès est engagé et cette fois-ci, ça n'a pas l'air d'être du cinéma. Notre page magazine concerne la sécurité sur les plages. Le thème est le suivant, allez en vacances, mais que votre prudence, elle, ne soit pas mise en congé.
Depuis quelques jours déjà, vous êtes peut-être partis en vacances. Vacances, pour la plupart d'entre nous, c'est la plage, le soleil, le canotage, le surf. On veut profiter à fond de tous ces éléments, hélas, souvent inconsidérément. Le nombre des noyés est chaque jour plus nombreux. Les causes, elles, sont presque toujours les mêmes. Hydrocution, méconnaissance des marées et surtout baignade en dehors des zones surveillées. Mais attention, même les plages sous surveillance ne le sont pas toujours. La surveillance des plages commence pratiquement lors du week-end de la Pentecôte au mois de juin. C'est-à-dire que durant tout le mois de juin, un service est assuré pendant le week-end. Ensuite, à partir du 1er juillet jusqu'aux environs du 10 septembre, une surveillance continue est effectuée sur les plages du littoral. La protection des plages, c'est l'affaire des CRS et de la Gendarmerie nationale. Aidés en cela par les volontaires de la Société nationale de sauvetage en mer, le rôle exact de chacun est très bien défini. Notre rôle principal, c'est la surveillance de la plage, c'est la prévention. Alors nous avons tous les jours, et cela plusieurs heures dans la journée, un canot, un Zodiac, qui patrouille sans arrêt avec 2 fonctionnaires à bord. Ces fonctionnaires ont pour mission de surveiller toute l'étendue de la plage, aussi bien sur le rivage que sur l'eau, de faire des observations aux imprudents, de ramener les nageurs qui se sont éloignés sur le bord et de continuer une surveillance pour éviter tout accident. Naviguer, canoter, c'est le souhait d'un grand nombre d'entre nous lorsque l'on se trouve au bord de l'eau. Désir certes légitime auquel on ne doit accéder qu'avec prudence. La mer est un élément capricieux, il faut bien le connaître. En 1972, la seule gendarmerie est venue en aide à plus de 2818 embarcations en difficulté, chiffre n'incluant pas les matelas pneumatiques à la dérive, ni les canots gonflables entraînés par les courants. Des gens connaissent beaucoup mieux que vous ces éléments, il faut suivre leurs conseils. La première chose que je pourrais conseiller aux gens, ceux qui ne sont vraiment pas des nageurs confirmés, ne pas s'aventurer trop loin, faire très attention aux matelas pneumatiques, aux bouées, ainsi de suite, car vous savez, à marée descendante, c'est très dangereux. Pour vous protéger sur les plages, tous les moyens sont mis en œuvre. La gendarmerie possède 85 vedettes et 168 embarcations diverses, les CRS et la protection civile tout autant. Si le danger le nécessite, un hélicoptère est prêt à décoller à tout moment, et ce sur l'ensemble du littoral. Les sauveteurs bénévoles prêtent main forte à tous ces dispositifs. Les gens ne veulent pas se renseigner avant de descendre à la plage. Il y a des drapeaux, vert, jaune, blanc, rouge. Hein, et ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne veulent pas demander au poste parce qu'ils savent que c'est les gendarmes, ils ont peur de demander. Le rouge qui signale l'interdiction absolue de se baigner, c'est surtout en cas de tempête ou de brouillard ou de brume. L'orange qui veut dire que la baignade est surveillée mais dangereuse. Et le vert qui permet la baignade sans accident, c'est-à-dire la mer est assez calme et aucun danger particulier.
Le conseil que je donnerai aux gens qui fréquentent la plage, c'est d'être très prudent, aux nageurs de ne pas s'éloigner de plus de 50 mètres du rivage, et aux plaisanciers, aux navigateurs, de ne pas s'approcher trop près des côtes et de naviguer parmi les baigneurs. L'inscription maritime nous oblige à installer un chenal au début de saison. Le chenal, c'est des bouées jaunes de 25 mètres de large sur 300 mètres de long. Il est bien entendu que les nageurs n'ont pas le droit de traverser ou de stationner dans le chenal. C'est très grave et c'est surtout très dangereux. Sur les plages, toutes les activités sont réglementées, la pêche sous-marine entre autres. Il est en train de faire une chose qui est formellement interdite par les règlements municipaux. Il fait de la chasse sous-marine et il n'a pas le droit, à l'heure qu'il est, de le faire sur une plage. Les règlements municipaux disent qu'on peut le faire avant 9 h du matin et après 19 h du soir. C'est quand même une protection parce qu'il y a des chasseurs qui aiment bien chasser, même sans chercher du poisson. La gendarmerie nationale a sauvé 829 personnes durant la saison estivale 1972. Hélas, elle a repêché 274 noyés. La plage a ses dangers, il faut y prendre garde, on ne le redira jamais assez. Noyade certes, mais chaleur et insolation font également partie des dangers à éviter. Les dangers de la plage sont de deux ordres. Tout d'abord l'insolation. Si vous êtes sur une plage et si vous venez d'arriver en vacances, ne vous exposez pas au soleil trop longtemps. Autant quand vous circulez, vous promenez sur la plage, vous jouez au ballon, il y a beaucoup moins de danger. Mais si vous restez allongé au soleil en permanence, ça est le danger. Donc prenez les bains de soleil, d'accord, mais extrêmement courts au début pour vous habituer au soleil. Le deuxième danger, c'est la baignade. La baignade, il y a la question du repas. Si vous faites un repas copieux, bien arrosé, pas question de se baigner avant au moins 3 heures après le repas. Mais si vous avez pris le matin la précaution de faire un repas assez important, et qu'à midi vous prenez sur la plage un repas léger, vous pouvez très bien vous baigner sans inconvénient tout de suite après le repas. La seule précaution à prendre, c'est ne jamais se baigner après un bain de soleil prolongé. Ne jamais rentrer dans l'eau de façon brutale, vous risquez l'hydrocution. Vous entrez dans l'eau progressivement, vous vous aspergez de façon à ce que votre corps s'habitue progressivement à la température de l'eau. Les baigneurs sont trop imprudents, ils s'éloignent de trop. Pour partir en mer, ça va toujours, mais c'est le retour qui est toujours très compliqué. Lorsque les gens sont encore au sec, se croient sans danger, c'est-à-dire ils ont les pieds au sec et derrière eux, il y a environ 2 mètres d'eau. Bien connaître les marées, c'est un facteur de sécurité décisif sur toutes les plages de l'Atlantique et de la Manche. Durant les grandes marées, on peut observer des dénivellations allant jusqu'à 12 mètres et le flot peut arriver dans certains endroits à des vitesses de 30 km/h. La marée, elle change tous les jours de 45 à 50 minutes. Tout ça, c'est une question. Il y a des tables de marée que les gens n'achètent pas. Ça coûte 1 franc pour une année. Hein, parce que des fois, ils se disent, ouais, bah, tiens, chez nous, l'année dernière, c'était à cette heure-ci. Un pêcheur isolé sur les rochers par marée montante aux plages d'Héliène. Allez-vous aussi parler?
Québec 309.1, ici G18, bien reçu votre appel. Nous sommes à peu près à 2000 des Viennes. Nous y rendons immédiatement à peu près 10 minutes, un quart d'heure de mer. Terminé. Pas, nous arrivons, pas de difficulté, ne paniquez pas surtout. L'été est commencé, tout le dispositif de sécurité est en place, il l'est pour le sauvetage mais également pour la prévention. Nombre des accidents pourraient s'éviter si tout le monde connaissait ses limites et prenait conscience des risques encourus dans certaines circonstances. La mer certes est accueillante, mais elle a ses traîtrises, certains d'entre nous les connaissent bien, il est nécessaire de les écouter. On ne donne jamais assez de conseils de sécurité, espérons que les nôtres seront entendus pour les meilleures vacances de tous. Il y a encore un autre danger, c'est le coup de foudre, c'est quand le cœur est emporté par un tourbillon, mais là, il n'y a pas moyen de se prémunir la contre. Une nouvelle qui vient de parvenir à l'instant, Tunis, le président Bourguiba a décidé une large mesure d'amnistie en faveur de tous les opposants au régime réfugiés à l'étranger, et notamment en faveur de M. Ahmed Ben Salah, son ex-ministre de l'économie qui, condamné à une lourde peine de prison, s'était évadé il y a quelques mois. La bourse, eh bien, M. Giscard d'Estaing est rentré de Washington après la réunion du comité du groupe des 20. Hier, les informations étaient particulièrement optimistes. On disait même que certains points du projet de réforme du système monétaire international étaient déjà connus. Gérard Videlange, je suppose que la bourse a réagi avec optimisme. Eh bien, Léon Zitrone, hier, la bourse, effectivement, avait accueilli avec beaucoup d'optimisme les déclarations des ministres des Finances des 20. Et puis, aujourd'hui, ils regardent un petit peu plus près ces déclarations et ils s'aperçoivent que derrière elles, derrière l'optimisme officiel, eh bien, ils ne savent pas très bien ce qui s'est passé à Washington. Si bien que tout le monde est un petit peu plus hésitant, que l'or a un petit peu tendance à remonter, vous le verrez tout à l'heure, et que le dollar a tendance, lui, à faiblir un petit peu. Vous allez voir quand même que la bourse se tient relativement bien. Il y a quelques baisses, mais je crois cependant que de façon générale, on se tient plutôt bien et c'est la fermeté qui domine. Le dollar à 4,15 3/4, on a donc rebaissé un petit peu, mais ce matin on était plus bas, on a donc remonté derrière. Tout ça, c'est de l'hésitation monétaire. Et bien évidemment, quand l'hésitation monétaire continue, l'hésitation des boursiers, elle aussi continue, parce qu'il suffit bien souvent en ce moment de regarder les cours du dollar le matin pour savoir à peu près ce que va faire la bourse par la suite. Les spécialistes s'intéressent aussi, bien sûr. Vous voyez que les valeurs étrangères sont pour la plupart en baisse, notamment les valeurs américaines. Hier, à Wall Street, on était en baisse. Les spécialistes s'intéressent en même temps qu'à la monnaie au taux d'intérêt, puisqu'évidemment les deux choses sont liées. Certains pays, pour défendre leur monnaie, ont tendance à augmenter leur taux d'intérêt. Et ils s'aperçoivent qu'un peu partout dans le monde, les prix de l'argent ont tendance à augmenter sérieusement, et cela les inquiète. Cependant, le mythe de la hausse du mois d'août est tellement fortement ancré dans l'esprit des boursiers que d'une façon générale, comme vous le constatez, on consolide donc à peu près la hausse d'hier qui s'était faite, il faut bien le dire, dans un marché assez creux. En même temps, les boursiers commentent aussi certaines déclarations que vous avez faites par M. Michel Debré, ancien Premier ministre, ancien ministre des Finances, au journal Les Échos. Et il remarque notamment que M. Debré souligne que la politique actuelle est à son goût un petit peu trop libérale. Finalement, M. Debré dit que le libéralisme a besoin de s'accompagner d'un dirigisme assez solide, propos qui ne font évidemment pas très plaisir aux boursiers, et M. Debré définit le profit comme la récompense du travail et du succès. Une définition qui ne fait évidemment pas plaisir non plus aux boursiers, parce qu'ils s'aperçoivent que le capital est oublié, et dans leur esprit, pour produire, il fallait du capital et du travail, le travail trouvant sa récompense dans le salaire et le capital dans le profit. Donc vous voyez qu'ils ont des problèmes, ces malheureux boursiers, au mois d'août à Paris, mais que d'une façon générale, ils les surmontent assez bien puisque les cours se tiennent. Vous avez vu que l'Aquitaine se tenait assez bien, on gagne 4 francs sur l'Aquitaine, je crois. Les chiffres consolidés du groupe Elf Aquitaine montrent une baisse, oui c'est ça, 434 contre 430 hier, une baisse des résultats, mais les spécialistes pensent que les contrats qui viennent d'être signés pour le gaz de Frigg par Aquitaine et que d'autre part l'augmentation des prix du gaz du Sud-Ouest pourrait permettre d'augmenter la rentabilité de la compagnie pendant l'année 1973.
quelques baisses. Moulinex perd 170. Vous avez vu qu'hier, les valeurs de croissance avaient donné le tour de la hausse. Aujourd'hui, certaines se replient un petit peu. Sur le marché de l'or, il ne se passe pas grand-chose. On est en hausse sur le lingot à 15 995 contre 15 735 hier. Mais là encore, c'est le dollar qui mène le jeu. Et selon les fluctuations du dollar, eh bien, on assiste à des fluctuations de sens inverse du prix de l'or. Les SICAV, pour la plupart, sont un petit peu en hausse. À propos de l'or, M. Edgar Faure a confirmé, à son retour de Moscou, que les Russes avaient vendu de l'or pour financer leur commerce avec la France. Donc, de ce côté-là, une confirmation. Tous les boursiers en étaient d'ailleurs persuadés. Ici, la Bourse de Paris, à vous Léon Zitrone. Eh bien, mon cher Michel Tardieu, on m'avait annoncé, Gérard Vidalange, c'était vous, Michel. Permettez-moi de dire que nous n'avons pas perdu au change, sans vouloir être désobligeant pour notre ami Vidalange. Notre édition est terminée, nous nous retrouverons ce soir à 19h45 si tel est votre bon plaisir. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci.